Alors, bonsoir. Je vous demande de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci pour vous asseoir. On se remet des points à la séance de conseil. Donc, de mon côté, il n'y a pas d'affaires nouvelles ce soir. Non, je ne connais pas de mon côté, non. Alors, vous avez toute les connaissances des points de l'ordre du jour. Alors, on va aller directement au point numéro 1, pour l'ouverture de la séance. Je vous donne un proposant. Je propose. Alors, point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. On vous donne un proposant. Je propose. On dit au point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. Alors, 3.1, je demanderai à Mme Isabelle Denis, s'il vous plaît, de bien pouvoir s'approcher. On va nous présenter le rapport financier, le rapport du vérificateur externe de la Ville au 31 décembre 2025. Donc, comme chaque année, je viens faire la présentation. Je veux dire que ce soir, on fait une présentation, dans le fond, avec le format sommaire, étant donné que la version détaillée du rapport financier de 100 quelques pages a déjà été présentée pour approbation avec la direction, avec le conseil. Donc, ce soir, c'est une présentation, une lecture sommaire des états financiers, du rapport financier pour adopter. Le format n'a pas changé. Dans le fond, il va y avoir certaines informations, parce que je crois que les informations sont diffusées, puis vous avez les versions papier. Il y a plusieurs colonnes, étant donné qu'on a l'obligation de consolider la régie de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Donc, il y a certaines colonnes, dans le fond, qui incluent le pourcentage qui appartient à la ville des opérations de la régie. Puis, dans le fond, dans la version sommaire, vous n'avez pas le rapport de l'auditeur, mais notre conclusion, c'est que le rapport financier de la Ville donne une image conforme. Donc, c'est un rapport de conformité sans réserve au rapport. Donc, je vais tout de suite aller au premier état financier qu'on a à l'écran. C'est le sommaire à des fins fiscales consolidées. Donc, nous, ce qu'on va s'attarder, c'est la troisième colonne. La première étant les données de l'année dernière, la deuxième, le budget, et la troisième qui nous intéresse, les données financières de l'année 2025. Les deux dernières colonnes, c'est la consolidation de la régie. Donc, au niveau de la réalisation de 2025, à la ligne 1, on a les revenus de fonctionnement de la ville. Je vais arrondir au 1000 près. On en a pour 17 640 000. Plus loin dans le rapport, on va voir la ventilation. Vous allez pouvoir consulter le détail de la ventilation de ces revenus-là. À la deuxième ligne, encore là, troisième colonne, on a les revenus spécifiques à l'investissement, donc au projet d'investissement de la ville. Pour l'année 2025, on en a pour 14 338 000. À la ligne 3, c'est notre sous-total. Au niveau de la ligne 4, on a les charges de l'exercice de la ville pour toutes ses fonctions. Pour ça aussi, plus loin dans le document que vous avez la ventilation des charges par grande fonction de la ville. Donc, en 2025, la ville a pour 19 293 000 de charges d'opération. À la ligne 5, c'est notre excédent lié aux activités de fonctionnement total pour 12 685 000. À la ligne 6, j'avais dit à la ligne 2 qu'on incluait les revenus d'investissement. On est dans l'état de fonctionnement, donc on vient de déduire les revenus d'investissement de 14 338 000 pour arriver à notre sous-total d'excédent de fonctionnement avant conciliation fiscale d'1 652 000 à la ligne 6. Dans la section du bas, c'est toute la conciliation pour se rapporter en fiscalité municipale. Donc, à la ligne 8, colonne 3, on voit qu'on avait 4 021 000 d'amortissement. Cet amortissement-là est inclus dans les dépenses de la ligne 2. Ici, on vient les soustraire étant donné que c'est une présentation, pas une dépense réelle de l'exercice.
À la ligne 10, on a le financement à long terme des activités non, excusez-moi, à la ligne 10, c'est le remboursement de la dette à long terme. En fait, c'est le remboursement capital de l'exercice sur les dettes à long terme. On en a pour 981 000. Ensuite, au niveau des affectations à la ligne 11, on a les affectations aux activités d'investissement, c'est-à-dire la taxe de l'année qui a servi au projet spécifique d'investissement. On en a pour 340 000. On a aussi des utilisations d'excédents accumulés passés pour 128 000. Puis, à la ligne 13, on a d'autres éléments de conciliation, dans le fond, qui sont principalement constitués de la présentation des coûts des terrains vendus de la réserve foncière pour 326 000. Ce qui fait que pour l'année 2025, la Ville a un excédent de fonctionnement d'1 502 000, comparativement à 999 000 en 2024. Puis on poursuit à la page suivante. On est au niveau de la situation financière. Encore là, on a plusieurs colonnes. On va s'attarder sur la deuxième colonne, qui est la situation financière de la Ville au 31 décembre 2025. Dans la première section, on a les actifs financiers de la Ville. Donc, on voit tout de suite que la principale catégorie à la ligne 2, c'est ses débiteurs, ses comptes à recevoir, qui sont principalement constitués des taxes à recevoir et des subventions gouvernementales pour 21 191 000. Puis, au total de ces actifs financiers, on est à 22 085 000, comparativement à 17 244 000 en 2024. Dans la seconde section, on est au niveau des passifs financiers. Donc, les passifs les plus importants, à la ligne 8, on a les emprunts temporaires pour les projets en cours pour 10 200 000. On a les créditeurs et charges à payer pour 5 163 000. Et on a la dette à long terme pour 33 703 000. Donc, au total des passifs, on en a pour 49 412 000. Dans la troisième section, c'est les actifs non financiers, donc non monétaires, non liquides. Donc, la première catégorie, c'est nos immobilisations corporelles. On en a pour 118 597 000 comparé à 99 785 000. À la ligne suivante, dans Autres, c'est principalement la réserve foncière, les terrains destinés à la revente pour 688 000. Donc, au total, on a des actifs non financiers pour 19 286 000. Dans la section du bas, c'est les excédents accumulés. On a vu à la première page le 1 502 000 qui était l'excédent de l'exercice. Ici, c'est l'excédent cumulé, incluant les excédents passés et les utilisations. Donc, au niveau de l'excédent de fonctionnement non affecté, au 31 décembre, la Ville a pour 3 212 650. Au niveau des excédents de fonctionnement affectés, la Ville en a pour 381 468. Elle a aussi des réserves financières et fonds réservés pour 9 937. À la ligne 22, les dépenses constatées ou à taxer, c'est une présentation comptable de la fiscalité municipale. Donc, le 478 000, ça n'a pas de signification précise. C'est de la présentation de fiscalité. Au niveau du financement des investissements en cours à la ligne 23, on en a pour 3 188. C'est des projets qui sont en cours qui vont nécessiter un financement futur. Puis à la ligne 24, c'est aussi une présentation d'investissement net dans les immobilisations et autres actifs. Ça représente indirectement un peu la valeur des actifs nets de l'endettement pour 92 21 000. Donc, ça fait le tour des informations principales de la situation financière. À la page suivante, c'est du détail. Donc, ici, on vient détailler dans le premier tableau, on avait parlé dans notre situation financière d'excédent de fonctionnement affecté qu'on voit à la ligne 2 de 381 468. Ici, on voit la ventilation des excédents qui ont été affectés soit par résolution, soit par voie d'adoption d'un budget municipal. Dans la section du bas, encore là, on voit le détail des réserves financières et fonds réservés. Donc, on voit que le 9 937, c'est un solde disponible de règlement d'emprunt fermé. On poursuit à la page 4. Dans le haut, le sommaire de l'endettement net à long terme. À la ligne 1, l'endettement net à long terme de l'administration municipale.
le 31 319 000. On a vu dans la situation financière qu'on avait une dette de 33 733 000. Ici, on est à 31 319 000 parce que c'est l'endettement net théorique. Donc, c'est comme si on prend notre dette, de laquelle on ajoute les financements à venir, mais qu'on soustrait les dettes assumées par le gouvernement. Donc, c'est pour ça que le montant est différent. C'est un endettement net théorique si tous les encaissements étaient encaissés en date d'aujourd'hui, puis les financements contractés. À la ligne 2, c'est la même chose, mais incluant la consolidation de la régie. Au tableau du centre, on parle du sommaire de l'analyse de la dette à long terme. Il faut faire attention, par contre, celui-là, il est spécifié, c'est consolidé. Donc, la colonne 2025 inclut votre pourcentage de la régie, mais c'est quand même non significatif. Donc, ça donne quand même une tendance. C'est de venir dire qu'à la ligne 5, il y a de la dette à long terme à la charge de l'ensemble des contribuables pour 27 804. Il y a une partie qui est à la charge d'une partie des contribuables pour 369 000. Puis ce qui est intéressant, c'est à la ligne 7, le 6 695, c'est de dire qu'il y a ce montant-là qui est à la charge du gouvernement. Donc, la Ville a un endettement, mais cette portion de dette-là va être remboursée par le gouvernement. Le tableau du bas, mais je ne le passerai pas de façon détaillée, c'est pour consultation. On avait dit à la première page qu'on avait le total des revenus de fonctionnement et le total des revenus d'investissement. Donc, ici, c'est tout simplement la ventilation par grande catégorie de type de revenus. Donc, par exemple, au niveau du fonctionnement, on voit que la plus grande catégorie de revenus, c'est la taxation annuelle. Puis, au niveau de la section investissement, on voit tout de suite que la plus grande catégorie, c'est les transferts, donc les subventions gouvernementales qui financent vos investissements. À la page suivante, c'est le même principe. C'est dans le fond, c'est le détail, la ventilation des charges qu'on voyait à la page 1, mais ici, c'est par grande fonction. Donc, on peut venir voir comment est réparti soit le budget ou la dépense réelle. Donc, on a le budget, on a la dépense réelle, puis totalement à la droite, on a la réalisation comparative 2024. Donc, c'est pour analyse par grande fonction, mais c'est pour consultation. Ensuite, à la dernière page, on est à l'état de l'investissement. Donc, je vais regarder la deuxième colonne, qui est les investissements 2025. Donc, on débute à la ligne 1 avec le 14 338 000 de revenus spécifiques à l'investissement. Comme on dit, c'est principalement constitué de subventions du gouvernement. À la ligne 2, on voit qu'en 2025, la Ville a investi pour 22 822 000 dans ses infrastructures, dans ses bâtiments, dans tout ce qui est infrastructure ou immobilisation. Ensuite, on voit la ligne 4 qui a eu du financement à long terme des activités d'investissement, donc de l'émission de dette pour financer ces projets-là pour 6 230 000. À la ligne 5, on voit qu'il y a des affectations d'activités de fonctionnement. On l'avait dit dans le fonctionnement qu'il y avait 340 000 de taxes qui servaient à financer des dépenses d'investissement. On voit le résultat ici aussi. Puis, il y a de l'excédent accumulé pour 289 000. Donc, au niveau de l'investissement, on est à déficit de 2 209 000. C'est normal, on a des projets en cours. Ce que ça signifie, c'est que le financement va suivre dans l'exercice qui suit. C'est normal quand on a des projets importants que la réalisation se fasse sur plusieurs exercices. Donc, ça faisait le tour, comme je disais, c'est plus une lecture pour adoption. Ça faisait le tour des grandes informations. Alors, on va passer au point numéro 4, à la période des questions. Alors, est-ce que nous avons des questions en ligne, M. Jean? Non, les gens avaient jusqu'à 15 heures si vous voulez nous envoyer une question en ligne pour qu'on puisse la lire pendant la séance. On n'a pas eu de questions de la part des citoyens. Et ce que je peux peut-être suggérer, c'est qu'on pourrait peut-être débuter la période de questions avec s'il y a des questions liées à Mme Denis de la firme. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation des états financiers? Bonsoir.
un bon document à digérer et on peut dire qu'on l'avale rapidement. On ne peut pas nous faire une affaire de 100 pages non plus. Le surplus, pas surplus ma question, le surplus réel de la ville, là. Je ne parle pas du surplus non affecté. Le surplus réel de la ville, au fond, qui comprend des surplus affectés, comme par exemple le 125 000 pour la neige. Je ne sais pas si parce que ça vient du surplus. Alors que le surplus non affecté pour les élections, c'est la même les taxes. Parce que vraiment, oui, non, oui. Ben, c'est budgété. À toutes les années, on met de l'argent. Oui, c'est ça, hein? Mais vu qu'il n'est pas dépensé, ça vient dans les surplus affectés. En fait, c'est la réserve. Là, ce que vous parlez, c'est la réserve pour les élections. Je pense ça comme. Parce que je veux juste avoir le détail. C'est quoi le surplus réel de la ville? C'est ça ma question. En fait, je peux peut-être répondre à cette question-là, mais Mme Denis, vous pourriez peut-être confirmer ou valider ce que je vais donner comme information, mais comme il a été fait comme lecture tout à l'heure, dans les surplus de la ville, on peut additionner le surplus non autrement affecté, donc 3 212 650. On peut ajouter à ça l'excédent de fonctionnement qui est affecté, donc avec la liste que Mme Denis vous a lue tout à l'heure, 381 468. On a une réserve financière des fonds réservés, là, je pense que c'est pour attribution de fonds de parc. Là. Pas ça disponible de règlement d'emprunt. Fait que lui, il n'est pas libre. C'était 9 937. Là. Donc, si on additionne la partie affectée et non affectée, là, on est autour de 3 600 000. Okay. Mais le surplus non affecté est de 3 212 000. Ça, c'est l'addition depuis qu'il y a un surplus. Oui. En fait, pas seulement le surplus de l'année en cours, mais les surplus, ça s'accumule. On avait, vous l'avez vu tout à l'heure, au 31 décembre 2024, ce surplus non affecté-là était de 1 647 000. Il y a eu un excédent en 2025 de 1 502 000. Donc, on est pas mal dans la cible, là, le 3 212 000, là, c'est un plus l'autre. OK. Et puis, votre objectif, on peut dire objectif, la suggestion de la ferme, là, de dire aux alentours de 10 du budget. Oui. Ouais. Donc, on a un budget de 20 millions. 19. 1 million. Donc, on pourrait penser que c'est 1 200 000. Mais quand on a un surplus non affecté, mais en même temps, on se fait des réserves comme la neige. La neige, ça fait partie des surplus affectés, j'imagine, de 125 000. C'est un fonds réservé qui est pour la neige seulement. Ouais, d'accord, mais c'est un surplus. Oui. Oui. OK. Il y a eu, je ne sais pas si on la pose cette question-là maintenant, là, mais le budget, est-ce que le budget de neige a été défoncé cette année? Ben là, cette année, c'est dur. Hein? Il reste encore le mois d'octobre, novembre, décembre à passer. Tout à fait, en 2025. On a 42 de l'année en cours de terminer au 31 mai, puis on est à 52 du budget. OK, mais on recule. Donc, c'est sûr qu'il nous reste octobre, novembre, décembre à passer, donc c'est dur à prédire. Malheureusement, on n'a pas de boule de cristal pour les prochains mois. Mais en 2025, ce 125 000-là n'était pas là. Il n'a pas été touché. Donc, 125 000, la réserve financière n'a pas été touchée. Elle était là en 2025. Ça n'a pas été touché. Donc, le budget de la neige n'a pas été dépensé. En fait, on est à 52 du budget de la neige. Je parle de 2025. Oui, mais le budget de la neige en 2025, lui, il n'a pas été dépensé. En fait, on l'a pas. On n'est pas allé en surplus, là. Est-ce qu'il y avait le 125 000 à ce moment-là ou c'est de nouveau de cette année? Le 125 000 a été créé au courant de l'année 2025. De mémoire, là, autour du mois de, je dirais, août-septembre, de mémoire. Ouais. Pour l'année 2025. En fait, pour toujours, dans le sens pour les années là et les années à venir, parce que cette réserve-là a été créée pour faire en sorte que si
il vient qu'avoir une année où c'est plus difficile. C'est comme on vit des fois aux 5, 6, 7, 8 ans. Ben, au lieu de venir jouer un peu au yo-yo avec le budget, ben, on a cette réserve-là qui peut venir pour pallier. C'est un outil de plus. Quand on fait une réserve, que je comprends, 125 000 pour l'année. Est-ce qu'il y a d'autres réserves comme ça? Actuellement, Non. on a une réserve pour des fonds de parc qu'on a de. Je pense qu'il nous reste environ 18 000 dans cette réserve-là. Et l'autre réserve, c'est une réserve qu'on avait eue lorsque il y a eu la fin du syndicat des travailleurs des pâtes et papiers ici de l'ancienne usine. Il y a eu un fonds qui a été remis autour de 2014-2015. Donc, il y avait eu, lorsqu'ils ont fermé les activités du syndicat, ils ont donné une somme à la ville de Cap-Santé, une somme à la ville de Donnacona. Donc, on a un 150 000 $. Puis ça, il est réservé, c'est une des conditions du syndicat, qui soit réservé à des actions concrètes qui seront mises de l'avant pour faire avancer le parc de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Parce que je dois comprendre que ce fonds-là, vous l'avez reçu à la ville, donc il faisait partie des revenus de la ville et ça en allait directement au surplus, mais vous l'avez affecté. En fait, est-ce qu'on peut l'appeler affecté? Dans les projets en cours. Pardon? Dans les projets en cours, le 150 000. C'est dans les projets en cours parce que le parc d'embouchure de la Jacques-Cartier, c'est un projet qui est là, mais l'objectif des syndicats des travailleurs, c'est que ça soit mis non pas dans des études, mais que ça soit mis dans des réalisations. Donc, par exemple, on fait un pavillon d'accueil pour le parc de l'embouchure, mais ça pourrait être quelque chose qui peut servir pour ça. Encore une fois, si ma question n'est pas pertinente compte tenu de c'est le rapport financier, là. Il y a eu une résolution qui a été passée il y a quelques semaines où la ville a utilisé le surplus non affecté pour payer d'avance un emprunt. Rembourser. Un refinancement. Une fenêtre de remboursement anticipé pour rembourser des emprunts qui étaient à refinancer. Oui. OK. Et ça, c'est une politique de la ville de dire on va utiliser le surplus pour payer des emprunts. En fait, sans dire que c'est une politique de la ville, c'est une décision du conseil qu'on veut, lorsqu'on a des prêts qui sont bien à échéance, ben, en même temps, on diminue notre dette. C'est le but qu'on peut faire, c'est diminuer la dette. Moi, je comprends ça, oui. Mais ça doit s'inscrire dans une politique de la ville. Ce n'est pas improvisé, là. Non. Vous allez passer, je pense, ce soir, une résolution qui concerne la gestion de la dette, je pense. Donc, et vous, M. le maire, vous avez annoncé qu'il y aurait 50 de remboursés pour les 4 ou 5 prochaines années. C'est dans notre vision. OK. Donc, ça va être dans la politique que vous allez présenter, j'imagine, tout à l'heure. En fait, la politique. Le règlement, c'est plus un règlement qu'une politique. Non, c'est une politique, mais c'est une politique qu'on met à jour à chaque année, à la même période. Il se retrouve sur le site Internet de la Ville, vous avez sûrement déjà pris connaissance. Donc, on la remet à jour parce qu'on met à jour tous les indicateurs des villes qui sont comparables aux nôtres également avec les cibles qu'on a. Donc, en fonction des chiffres, lorsqu'on a le rapport financier qui nous est remis par la firme externe, on peut remettre ces chiffres à jour et de notre côté, nous, on le fait de façon publique, on le remet dans une politique, la politique est adoptée, elle est publique, on la met sur le site Internet. Mais ce que vous parlez on peut appeler ça la mise à jour économique, nous, à chaque fois on peut la voir comme ça. En fait, nous, une fois qu'on reçoit les chiffres comme on fait là, souvent, on prend les prochaines semaines et on se fait justement ce genre d'objectif-là. Puis je vous dirais que d'ici la fin de l'été, on va être en mesure de pouvoir vraiment, avec la projection des projets sur les 10 prochaines années, être en mesure de vraiment venir expliquer le cycle qui s'en vient pour les 10 prochaines années. Là. M. le maire dit, bon, on peut rembourser de payer moins d'intérêt. C'est ça? Mais il aurait pu avoir le choix de dire aussi, on retarde
au fond, on respecte notre échéancier de remboursement qui était sur 15, 20 ou 30 ans. Oui. Et de cette façon-là, libérer de l'argent qui pourrait servir à peut-être moins taxer les contribuables. Ben, présentement, comme vous avez dit, on a un surplus de 1,5 million environ. C'est pas à cause qu'on a surtaxé. Sur le 1,5 million, il y a une vente de terrain de 560 000. Après ça, il y a des frais de mutation on avait bouché 300 quelques mille. On a fait 700 finalement, le double. Il y a du surplus au niveau des loisirs de 100 000 qu'on n'avait pas prévu. On est rendu quasiment 1 million. Qu'est-ce que je viens de dire? Peut-être M. Jean peut plus se détailler de 500 000 qui reste, là, mais c'est pas à cause qu'on a surtaxé le monde. C'est des. Non, je comprends. Je suis d'accord que c'est pas parce que vous avez surtaxé. Oui. Mais vous pourriez moins taxer. Mais on peut payer le conseil a décidé qu'on payait nos prêts qui viennent à échéance. On peut diminuer la dette. Comme ça, c'est des frais de moins, c'est des intérêts de moins qu'on paye. Moi, quand je me suis construit une maison, là, je me suis fait construire, là, j'ai emprunté sur 25 ans. Et j'avais le choix parce que j'ai eu ma carrière évoluée, de sorte que j'ai eu des augmentations de salaire. J'avais le choix de rembourser plus rapidement ma maison ou de mieux prendre soin de ma famille. Par exemple, les amener en voyage. Et vous autres, ce que vous dites, le choix qu'on fait, c'est qu'on n'ira pas moins taxer les contribuables. Ce que vous pourriez faire, parce qu'il y a des gros revenus qui s'en viennent, vous l'avez parlé, là, Microsoft, puis là, dans les deux blocs qui se construisent, je pense, 67 appartements, etc. Il y a des bons revenus, puis tant mieux pour la ville. Mais jamais, je ne suis pas présent à vos réunions de huis clos, là, mais jamais vous considérez qu'on pourrait soulager les contribuables parce que chacun va souffrir de ce qui se passe dans les coûts actuellement. C'est juste un exemple. Si vous avez lu la presse ce matin, les tomates ont augmenté de 45 depuis un an. On sait que les contribuables sont de plus en plus étouffés. Et la ville de Donnacona, par son dynamisme, par le travail qui est fait, a des revenus plus que la moyenne probablement. Je vous suggère que vous pourriez nous soulager un peu. Parce que vous avez même, pour le budget de 2026, vous avez même taxé au-delà de l'inflation. Pas beaucoup, là, mais au-delà de l'inflation. Pas trop. Vous suivez ça, M. le maire et monsieur et madame les conseillers. Je sais que je ne peux pas changer d'idée, mais au moins si vous dites il y aura doté, il faut toujours les mêmes questions. Là, et vous pourriez peut-être réfléchir à ça. Mais je veux quand même juste compléter, parce que vous, je sais, M. Gilbert, que vous faites des allusions, vous faites des images. Non, mais pas des allusions, vous faites des images avec ce que vous pouvez sentir comme une famille, puis vous faites des comparaisons avec une famille. Nous, des tomates, on n'en achète pas à la ville. À part quand on fait des petites activités pour les enfants, puis ça, on peut peut-être en acheter. Nous, nos tomates, là, on a entre autres, on a des pièces automobiles qu'on achète pour réparer au garage municipal. Et nous, l'inflation, là, on la paye aussi. Dans la dernière année, là, des mêmes pièces pour des niveleuses, pour des chargeuses, de 33-35 de plus. Donc, ça, c'est notre réalité à nous, la ville. Donc, aussi. non, mais effectivement, donc il y a des choix qui sont faits, des orientations qui sont données. On a une réalité de notre côté. Mais effectivement, quand le conseil de ville nous mandate pour travailler à faire en sorte de diminuer la dette, parce qu'on est conscient que dans les dernières années, que ce soit la station de traitement d'eau usée, que ce soit la caserne d'incendie, que ce soit le centre aquatique, c'est des choix qui sont faits. Mais il y a des parties qui sont subventionnées, il y a des parties qu'il faut assumer. Et là, ben, on est dans une phase plus de consolidation et on a des fenêtres de remboursement anticipé que les membres du conseil souhaitent qu'on puisse utiliser à leur maximum.
Donc, c'est le choix qui est fait et c'est ce qu'on fait pour les prochaines années. Ouais, c'est ça. Si je voulais exprimer mon désaccord, je l'avais vu ça me présenter au conseil. Hein. Ça, les citoyens ont toujours la possibilité de le faire, effectivement. Il est un petit peu tard pour cette année-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mon nom, c'est Henri Bartman. Ce qui me surprend le plus dans cet exposé-là, c'est l'endettement net à long terme, la différence entre 2024 et 2025, c'est 7 660 000. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il y a une si grande différence? Oui, dans mes estimations, ça ne donnait pas 31 millions. En fait, il y a des débuts, là, sans avoir le détail sous les yeux, c'est sûr que lorsqu'on, tout à l'heure, Mme Denis disait, lorsqu'on fait, bon, on planifie des projets, on les réalise, puis on les finance après. C'est toujours le cycle en lien avec ça. Donc, la station de traitement d'eau usée ou la caserne d'incendie, ben, c'est sûr que lorsque ces travaux-là sont réalisés, ben, il y a des financements qui viennent après. Là. Donc, c'est sûr que dans les gros financements qu'on a eu à avoir, des nouveaux financements à avoir, ben, il y en a une partie. La station de traitement d'eau usée n'était pas tout à fait terminée en 2025. Il y en a vraiment une partie. La caserne d'incendie, j'imagine que ça fait partie, je regarde Mme No, mais que peut-être, je ne sais pas si vous avez le détail de ça avec vous, mais. Je peux quand même dire que les gros projets qu'on peut inclure là, dans le 31 millions, vite comme ça, là, je sais qu'il y a la rue de l'île. Parce que même si elle n'est pas empruntée, elle est dans les projets en cours qui sont empruntés cette année. Donc, c'est partie de l'augmentation. On a quand même eu l'emprunt de quasiment, je dirais, 5 millions pour l'usine de traitement des eaux usées. Donc, c'est sûr qu'avec des projets comme ça va vite quand même. Madame, vous dites que la rue de l'Île, là, elle fait partie de l'endettement à long terme au 31 décembre 2025? Projet en cours. Donc, quand on prend l'endettement, là, vous parlez de l'endettement net à long terme. Oui. C'est dans le fond la dette, mais là-dessus, il faut inclure les projets qui sont en cours, qui sont réalisés, mais qui ne sont pas financés encore. OK. Fait que, tu sais, j'en ai nommé un parmi tant d'autres, mais il y a eu la rue du net, il y en a eu d'autres. Ça veut dire que la rue de l'Île, en ce moment, elle fait partie du 31 millions. OK. OK. Là, il y a une autre affaire aussi. Là, on parle de 31 millions pour 115 000, endettement net à long terme. Puis vous, madame, vous avez parlé de 33 millions, je ne sais pas combien. Là. Ce bout-là, je n'ai pas compris. Moi, techniquement, moi, je fais le conseil m'autorise, c'est que quand on est à la situation financière, le 33 703 000, c'est la dette réelle. La dette qu'on verrait sur notre relevé bancaire. C'est quoi la dette réelle? Tandis que quand on est dans l'endettement total, bien, là, on parle de la dette réelle, on soustrait les créances du gouvernement, c'est-à-dire, bien, dans notre dette, le 6 695 000, bien, il faut que je gagne le soustraire. Oui. Mais à l'inverse, il faut que je rajoute les nouvelles dettes, puis il faut que je rajoute aussi, comme Mme No expliquait, les dettes à venir. Fait que, s'il y a des gros projets, la rue de l'Île, la gestion des débordements, que l'emprunt n'est pas contracté réellement, elle n'existe pas encore, mais elle va venir à un moment donné. Puis présentement, dans le compteur du projet, on est rendu à ce montant-là qui s'ajoute. Donc, on parle vraiment de la dette réelle, mais qu'on fait des plus et des moins avec. Fait que c'est pour ça que ça peut. Quand j'ai parlé du 33 millions, c'était la dette réelle. Puis le 31 millions, c'est comme la dette théorique. Si on ajuste exactement en date du 31 décembre, si on encaisserait toutes les subventions du gouvernement, puis si à l'inverse, on contracterait l'emprunt pour nos projets en cours, parce qu'on le voyait, la situation financière, qu'il y a de l'emprunt temporaire présentement, parce qu'il faut payer les fournisseurs pendant le projet, mais la dette. En fin de compte, la différence de 2,2 millions environ, c'est quel projet qui n'est pas inclus, mettons, dans 31 millions? Il y a 115 000 en ce moment. Ça, on pourrait sortir le détail. Écoutez, M. Lambeau, je peux le sortir puis vous le ramener. Vous le pourquoi comme ça, pour prendre l'ensemble des projets qui sont en cours, qui n'avaient pas été terminés d'être comptabilisés, puis on va vous le sortir. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le plan financier? Sinon, on va passer à d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
présenter. Donc, je vous. Bonjour. Pas compliqué. Dans le fond, on était. Pouvez-vous vous présenter, Madame, Oui, parce que c'est oui. enregistré, comme ça, pour OK. tout le monde. Alors, je m'appelle Clément Robin. Je demeure ici à Donnacona, pas loin justement du parc de piano, qui est juste ici, pas loin, là. Alors, on a fait signer une pétition, dans le fond, pour demander si on pouvait mettre le piano dans un lieu où il y a moins de résidents. Parce qu'on a demandé à la ville ici de changer le piano de place. Parce que quand nous, on s'assoit à l'extérieur, comme ce soir, quand je suis pour souper, alors j'avais un petit monsieur pianiste qui joue du piano. Et l'année passée, ben, j'ai appelé à la Maison de la Culture pour dire tu moyen de le mettre ailleurs, tu sais, parce que fait que là, moi, il joue bien, il joue bien, mais il joue 2 tonnes. Et de 9h à 11h, minuit, 1h du matin, là. C'est très, très. Alors, même quand il pleut, moi, quand je rentre chez moi, si je ne ferme pas les portes, je suis obligé de lever mon volume de télévision. Et à l'extérieur, ben, il faut que j'écoute ce qui se passe. C'est lui qui décide de jouer du piano. Puis des fois, ben oui, ils savent jouer, mais comme je vous dis, c'est toujours la même mélodie. Ou sinon, il y a des jeunes qui passent là et c'est pas très, très joli là, à entendre. Alors, c'est ça, on a fait une plainte, ça c'est il y a 15 ans. 3 semaines, ils environ. ont suggéré, notamment. Et ils nous ont dit, là, allez-y avec une pétition parce que vous êtes les seuls. Fait que là, on m'a suggéré de faire une pétition et venir vous présenter, dans le fond. On a une pétition aussi, Les c'est résidents, tout. les résidents. Je parle. Parce que, tu sais, je me disais, mettons, moi, je regarde quand je vois au parc, pas des Anglais, au parc des Berges. Tu sais, je me dis, mettre un piano là, le monde va en profiter plus que de mettre ça dans une place où justement, il y a tout le monde autour. Moi, personnellement, mes enfants jouaient de la musique, ils ont fait du violon en maison de la culture, ils ont fait de la batterie, ils ont fait du piano, mais je ne me serais pas vu mettre le piano dehors et dire à mes voisins, on écoute ça parce que ça pratiquait. Ils n'ont pas le choix de pratiquer s'ils veulent faire le spectacle, alors c'est un peu pour ça. C'est sûr qu'on ne vous donnera pas une réponse ce soir, là, mais c'est sûr qu'on aime ça quand la ville est animée aussi. Là. Oui. Il y a quand même, je comprends aussi là, ce que ça arrive à 1h du matin, peut-être que moi aussi. Mais même le jour, M. Lamélie, je ne veux pas vous couper la parole, là, mais moi, quand j'arrive le matin, je joue mes portes, mes fenêtres, tout ça, le piano, il a commencé. Je m'installe sur ma terrasse, je me baigne dans ma piscine, le piano, il joue. C'est tout le temps. Et comme je vous dis, on aime ça quand la ville est animée. Oui. J'aime ça quand ça fait une ville qui est en vie, qui est fun à vivre aussi, mais je prends votre demande en considération. Avec le conseil, on va en discuter, on va essayer de trouver une solution qui serait peut-être enviable pour tout le monde. Okay. Et on va vous faire connaître notre décision certainement plus tard. On remet ça. On vous remercie. Oui, je pense que à la remettre à Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Une autre petite question. À la page 6, c'est marqué financement à long terme des activités d'investissement 6 234 000. La dette à long terme, là, il y a une différence de 7 700 7 660 416. Ça veut dire qu'il y a un différentiel de 1 million. Ça veut dire qu'il y a une partie qui n'est pas encore financée. Quoi. Faites la différence entre la ligne 4 et la dernière page. OK. La ligne 4, là, Oui, ben, je la vois, c'est 6 230 000. 6 230 000. Et vous voulez qu'on la compare avec quelle ligne?
Entre 2024 et 2025, là, en 2024, on avait une dette à long terme de 23 654 000. Là, en 2025, on a une dette de 31 315 000. OK? Oui. Bon. La différence entre les deux, ça donne 7 660 416. OK? Là, il y a eu une activité de financement de 6 230 000. Ça veut dire qu'il y a une différence. Ça veut dire la différence, ça veut dire qu'elle n'est pas encore financée. C'est ça ma question. Je vais prendre mes voix, c'est ça. Ouais, ben là, tu sais, ça, là, vous parlez d'une variation d'endettement net. Tu sais, si on comparait à la situation financière, que là, c'est notre dette de l'année dernière, plus l'émission de la nouvelle, moins les remboursements. Là, quand on est dans la variation, c'est qu'il y a la variation des créances du gouvernement aussi. On ne peut pas juste. Fait que s'il y a des nouvelles créances du gouvernement qui viennent s'ajouter pour rembourser la dette à long terme, ça vient réduire l'endettement, mais à l'inverse, c'est qu'il y en a d'autres que le gouvernement, chaque année, rembourse à la ville. Fait que, il y a trois choses qui impactent la variation. Il y a la variation réelle de la dette, donc une nouvelle dette qui augmente ou un remboursement capital qui diminue. Il y a la variation des créances, donc nouvelles créances, remboursement de créances. Puis, il y a nos projets en cours. S'il y a plus de dépenses que, fait que, il y a plusieurs facteurs. Fait que, donc, pour concilier ça, ça ne se concilie pas juste avec la nouvelle dette et la dépense dans l'investissement. Oui, mais la dette à long terme, le remboursement du gouvernement sur sa part, quelque chose, ça ne fait pas partie de l'équation. Pour l'endettement, oui. L'endettement brut, oui, pas pour l'endettement net. Dans ce calcul-là, il y a aussi la variation des créances à recevoir du gouvernement aussi. Hein. Quand on fait la ventilation de ce montant-là. Hein. Ça n'affecte pas la dette à long terme. Ici, on est en endettement net. On part de la dette, mais on vient faire des ajustements. Ce n'est pas rien que l'analyse de la dette en plus moins. Il y a d'autres choses. C'est sûr, dans le rapport financier, il y a une page qui est détaillée qui part du solde de la dette qui vient mettre les ajustements. On va le lire votre rapport. Et les ajustements principaux, c'est les créances et c'est les investissements à venir sur les projets d'investissement. Donc, présentement, ben, tu sais, Karine, Mme Nou a soulevé le point de dire, ben, présentement, ben, il y a le gros projet des débordements, mais le gros projet qui est non financé, ben, c'est la rivalité. C'est la dette de la ville, dans le compte. Disons, il y a un seuil psychologique qui n'a pas dépassé. Donc, si le budget est à 20 millions, la dette, il ne faut pas qu'elle dépasse 20 millions. Ça, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Ici, là, on est rendu peut-être à 175, 180 du budget. La Ville de Québec, eux autres, sont à 74 C'est-à-dire que c'est insoutenable à long terme, de la manière que la dette de la Ville. Ben, je vous dirais là-dessus, M. Barbeau, un peu, je vais compléter un peu de l'information que j'ai donnée tout à l'heure en répondant à M. Gilbert. C'est sûr que là, ce qu'on est en train de faire, puis nous, on le savait, là, dès 2020, on voyait les projets, puis particulièrement le projet de la station de traitement d'eau usée, qu'on aurait pu décider de ne pas faire, mais qu'on voulait pas, on voulait justement s'assurer de prendre la décision pour un développement durable de la ville, là, pour qu'on puisse continuer à faire des investissements. Donc, c'est un investissement majeur. Oui, on est allé chercher une aide financière de tout près de 18 millions, on en est bien heureux, mais il y avait quand même un 6 millions environ qu'il fallait emprunter. Et la caserne d'incendie, c'est la même chose. On savait qu'on, dans la caserne, on n'était plus, on ne pouvait plus continuer à fonctionner puis amener nos propres pompiers à l'intérieur de cette caserne-là. Oui, on est allé chercher une aide financière je pense que c'est 4 millions et demi, sur un projet de 9 millions environ. Donc, là aussi, une partie résiduelle. On le savait, on s'en venait dans une phase où on allait davantage emprunter et de dépasser nos ratios, nos cibles pour quelques années avant qu'on puisse redresser la situation. Quand je disais tout à l'heure que d'ici la fin de l'été, là on fait vraiment l'exercice au-delà de notre PTI, sur les 10 prochaines années, c'est quoi là, les gros projets qui s'en viennent? C'est quoi les réflexions de rue qui nous restent à faire dans notre plan, notre plan prioritaire des rues?
Donc, on a fait une analyse de ça. Et là, on est en train de pousser cette analyse-là pour faire vraiment notre courbe au niveau de notre dette à long terme, comment elle va se modeler au fil des années. On a beaucoup parlé tout à l'heure que le souhait du conseil, c'est justement, on consolide ce qu'on a et on rembourse, on sert de toutes les fenêtres de remboursement anticipées qu'on peut avoir. On connaît déjà ces fenêtres-là. Donc, c'est la beauté de la chose. On sait déjà l'an prochain, ça va être quoi la fenêtre de remboursement anticipée qu'on peut faire. On sait déjà 2028. Donc, avec les projets qu'on estime en dollars constants, parce que bon, on a bien beau analyser de refaire la rue Notre-Dame entre Sainte-Anne et la rue Marcoux d'environ 5 ans, de faire la phase 2 de ce qu'on fait cette année. Bien là, on actualise les coûts d'aujourd'hui, on les met dans la machine, puis on regarde un peu en fonction d'un ratio d'aide financière qu'on est capable d'aller chercher parce que on est assez agressif sur nos demandes d'aide financière, puis on sait que le gouvernement, ils ont resserré quand même des mesures, on fait nos devoirs par rapport à ça, mais est-ce qu'on va les avoir automatiquement comme les années passées? Ça, l'avenir va nous le dire. Il y a des élections à l'automne, on va voir est-ce que les programmes vont changer. Mais une chose est sûre, c'est que d'ici la fin de l'été, on va faire cette mise à jour-là. Et ça pourra peut-être répondre à votre question que oui, actuellement, on est dans une zone où on est différent, on a passé le seuil dont vous parlez, mais on est conscient de ça, puis on se donne déjà les moyens de pouvoir suivre l'objectif qui nous a donné par le Conseil de diminuer cette dette-là là, à long terme. Parce que présentement, là, en 2026, là, la ville de Duncanville va payer plus d'intérêts sur sa dette que la ville de Saint-Raymond. Ça se peut. La ville de Saint-Raymond, là, c'est 50% plus de population. Donc, 20% du budget au service de la dette. Oui, j'ai sorti un rapport de ici tantôt, là, 2016. 2016, on payait 291 000 d'intérêt sur la dette. Ça, en 2026, on payait 1 503 000. Ça veut dire qu'on paye, ça a monté de 500% en 10 ans. Et je peux vous dire que la ville de Saint-Raymond va être obligée d'investir beaucoup de millions dans les prochaines années. La ville de Saint-Raymond, en ce moment, c'est des centaines de dollars de moins. C'est une maison moyenne de 275 000 qu'il fallait calculer en 2025. C'est une maison moyenne versus Donnacona versus Cap Santé versus Donnacona. J'ai fait l'exercice. Saint-Raymond, il y a un nouveau rôle cette année. Oui, mais moi, j'ai pris le rôle l'année 2025. Là. Okay? Comme j'ai pris le rôle l'année 2025 pour la ville de Donnacona. Puis c'est des centaines de dollars de moins qui payent que Donnacona. Okay? Puis Cap Santé, il n'y a pas une grosse différence. Cap Santé, il paye 54,80 sous de plus sur une maison de 260. Je vais compléter ce que M. Blanc vient de mentionner parce qu'effectivement, vous faites je viens juste d'aller vérifier. Je vais quand même terminer. À Saint-Raymond, quand on dit, nous, quand on a pris la décision autour de 2019 de dire, ben, on embarque dans le plan de gestion de débordement, on sait qu'on a un réservoir souterrain à faire au coin de Jean-Baptiste Matt, on sait qu'il faut séparer les réseaux, on sait qu'on a une station de traitement d'eau. Bon, ben, eux, dans le plan triennal d'immobilisation, un projet pour rénover un bassin. Un bassin en 2027, c'est 24 235 000. On vient d'en rénover 3, mais on les a faites en 24-25. Donc, si on regarde, on peut sortir des exemples. La ville de Lévis, bon, on ne reviendra pas sur toute la problématique qu'ils vivent actuellement, mais de refaire leur traitement d'eau usée, vous l'avez vu comme moi, c'est 155 millions qu'ils vont mettre comme projet. Donc, mais 155 millions, c'est en dollars d'aujourd'hui. Si jamais ils attendent dans 5 ans, ils sont peut-être de 1975. À un moment donné, il y a des villes qui font des choix. On en a fait dans les dernières années. Puis, c'est des bons choix qui ont été faits pour l'avenir de la ville. Mais il y a des coûts à payer. C'est sûr qu'une ville qui n'est pas en action, qui n'est pas dynamique, qui décide de ne pas voir les problèmes à venir, ben oui, ils peuvent être en bonne situation financière, mais les infrastructures ne sont peut-être pas en bonne situation de leur côté. Donc, il y a un juste milieu. On connaît notre réalité actuellement, puis on y travaille, et c'est le mandat que le conseil municipal nous a donné. Parce que depuis 2016 à 2026, là, le budget de la ville a doublé.
Puis la dette, elle a quintuplé. Monsieur le maire? Ça concerne-tu Madame Denis? Est-ce que ça concerne Madame Denis? J'ai une question sur la dette à long terme, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin. Parce qu'on va la récupérer si les questions ne concernent pas Madame Denis, c'est juste pour ça. Oui. Et moi, je vais aller récupérer. Oui. Non, non. Oui. En tout cas, vous déciderez si ça la concerne ou non. La dette, au fond, la dette à long terme, là, la dette de la ville, c'est 32 815. C'est ça qu'on va considérer comme la dette de la ville. Et Il y a une autre chose. À la situation financière à l'Union, c'est 33 703 000. bon, un chiffre. Seulement, vous avez dit que vous aviez l'objectif de ramener, il faut de diminuer la dette de 50 %. Un objectif. Ouais, c'est un objectif, on doit les atteindre aussi, là. C'est parce que c'est le 50 % de quoi? C'est 50 % de 33 millions, 50 % de 40 millions qui auraient peut-être dans 5 ans, je ne sais pas. Au fond, est-ce que quand vous avez énoncé ça, la dette était de 30 millions? On parle de 30 millions et vous avez parlé de 50 %. Moi, j'ai compris que la dette de la ville dans 5 ans serait de 15 millions. Mais j'ai pas compris, j'ai pas bien compris du tout, je pense. Qu'est-ce que j'ai exprimé? Oui, mais ça veut dire que dans 5 ans, la dette de la ville serait de 15 millions. On va diminuer de 15 millions. OK. J'aimerais la diminuer de 15 millions. Elle aura diminué de 15 millions, mais elle pourrait être à 20 millions. Ça, bon. OK. Les projets qui s'en viennent, je voudrais que M. Dubas, cette question-là, en fait, ces chiffres-là, vous pouvez les garder en tête. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je vous ai dit, j'ai répété, c'est que nous, là, on reçoit le rapport financier, on a fait l'estimation au-delà de notre PTI qu'on travaille déjà sur 10 ans, ce qu'on s'en vient comme projet, les projets importants. Puis, on a émis des hypothèses pour les parties qui pourraient être subventionnables et non, pour voir un peu c'est quoi l'impact avec les fenêtres de remboursement anticipé qu'on a. Et on va se donner un cahier de travail que je vous dirais d'ici la fin de l'été, on va être en mesure de faire cette mise à jour-là. On ne peut pas vous les mentionner, ces chiffres-là, M. Gilbert. Et donc, le 15 millions. La mise à jour économique, on pourra vous la faire. OK. Oui. Ça va? Je conclue la première période de questions. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus au point numéro 5, administration. Alors, 5.1, demande de virement budgétaire de service de sécurité incendie. Oui, donc, considérant la demande de virement budgétaire du service de sécurité incendie pour la réparation du camion de sauvetage lourd, donc, vous avez là un virement budgétaire du poste cours de perfectionnement de 4 000, des petits outils de 1 000 pour aller à l'unité d'urgence pour le 5 000 $. Donc, c'est le but de la résolution. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Il y a quelqu'un contre. Alors, 5.2, autorisation de signature d'une entente intermunicipale d'entraide pour la protection contre les incendies avec la ville de Pont-Rouge. Donc, considérant que les villes de Donnacona et Pont-Rouge désirent se prévaloir de dispositions de l'article 569 du Code municipal et de l'article 468, et suivant la loi sur les cités et villes, pour conclure une entente intermunicipale relative à la fourniture réciproque de services de protection contre les incendies. On s'arrête le schéma de couverture de risque de la MRC
exige le maintien d'une telle entente et considérant que les engagements pris par la Ville de Donnacona concernant l'entraide en matière de protection contre les incendies, suivant la résolution numéro 2025-10-303, et considérant que le Conseil a pris connaissance du projet d'entente relatif d'entraide intermunicipale pour la protection contre les incendies avec la Ville de Pont-Rouge, alors la résolution est d'autoriser moi-même, maire, ainsi que le directeur général, M. Sylvain Germain, ou leur substitut à signer pour et au nom de la Ville la nouvelle entente intermunicipale d'entraide pour la protection contre les incendies avec la Ville de Pont-Rouge. Alors, je vous donne un proposeur. Je propose. Est-ce que quelqu'un est contre? Peut-être pour complément d'information, M. le maire, on avait déjà signé, à la fin de l'année, l'an passé, l'ensemble des villes et municipalités de la MRC avaient comme signé la désaffiliation en lien avec l'entente d'entraide intermunicipale qui régnait sur l'ensemble du territoire. Mais l'obligation avec le chemin de couverture de risque, c'était de signer avec nos villes les plus proches. Donc, nous, on avait signé tout de suite avec la RIPI, la Régie en entraide d'incendie, Cap-Santé, Port-Neuf, Deschambault, même Saint-Anne-de-la-Pérade maintenant, ils sont regroupés. Et on a signé avec la ville de Neuville, étant donné que de toute façon, on travaille déjà en étroite collaboration avec eux. Avec la ville de Pont-Rouge, c'est pas pour l'entraide initiale. L'entraide initiale demeure avec la RIPI, avec la ville de Neuville. C'est vraiment si, dans le cas d'une deuxième, troisième alarme, on doit aller voir le service incendie. Donc, on signe cette entente-là. On n'aura peut-être pas besoin souvent. Et vous allez voir que même en juillet, on va en adopter une également avec la ville de Saint-Basile. Donc, même principe, je vous dirais même libellé, la même grille tarifaire qu'on a, on s'est entendu avec la RIPI et avec la ville de Neuville aussi. Donc, c'est dans la même situation. Donc, ce soir, c'est Pont-Rouge et en juillet, c'est avec la ville de Saint-Basile. Puis pour nous, on a fait le tour parce qu'avec les autres services, là, je vous dirais qu'une fois qu'il y a une intervention, si on est déjà en entraide avec Neuville, avec la RIPI, avec Saint-Basile et avec Pont-Rouge, là, c'est que la ville est en feu au grand complet. Là. Alors, 5.3, adoption de la politique de la gestion de la dette à long terme. Alors, considérant que la politique de gestion de la dette à long terme a été adoptée le 3 juillet 2018, considérant que ça va être nécessaire d'être mise à jour, et considérant que la politique de gestion de la dette à long terme est mise à jour à la présente résolution, alors la résolution que le conseil municipal adopte la politique de gestion de la dette à long terme. Je ne propose rien. Je le propose. M. Bellemare. Quelqu'un est contre? Donc, encore une fois, en complément, c'est un exercice qu'on se donne un devoir ici à Donnacona, c'est pas partout comme ça, mais de tout de suite mettre à jour suivant la réception du rapport financier. Donc, je vous dirais possiblement dès demain ou pas mercredi en raison de la fête nationale, demain ou jeudi, là, la politique dans son intégralité sera mis au même endroit sur le site Internet que la politique a été adoptée la dernière fois en juin 2025. Donc, si jamais vous voulez aller voir les ratios avec les statistiques non comparables, là, vous allez être en mesure de pouvoir le voir dès cette semaine, là, va être rendu public sur le site Internet. Alors, 5.4, approbation des démarches de la MRC de Pont-Neuf et de l'offre de service pour l'évaluation de l'immeuble situé au 129 rue Piché. Et considérant que l'immeuble situé au 129 rue Piché doit faire l'objet d'une évaluation aux fins de son inscription au bureau d'évaluation foncière, suivant les travaux effectués en vertu du permis 2022-0368. Et considérant que cet immeuble soit un centre de données, constitue un bâtiment particulier qui requiert une évaluation plus complexe et nécessite une expertise spécialisée. Considérant que la MRC de Pont-Neuf a reçu une offre de service de Servitec, évaluateur agréé, pour l'évaluation de cet immeuble, alors la résolution que le conseil municipal approuve les démarches de la MRC de Pont-Neuf en vue de la réalisation de l'évaluation de l'immeuble situé au 129 rue Piché, notamment l'octroi d'un mandat de service professionnel à Jean-François Boutin de Servitec Incorporé, suivant les conditions faites dans son offre de service datée de juin 26. La Ville confirme son engagement à assumer les frais liés à la réalisation de cette expertise conformément au règlement numéro 225 de la MRC de Pont-Neuf.
Alors, je vais donner un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Oui, toujours en complément d'information. La dernière fois où une situation comme celle-là, on a eu à faire adopter par le Conseil une résolution en ce sens-là, c'était autour de 2013. Donc, avec des démarches en lien avec l'agrandissement du pénitencier de Donnacona. Donc, c'est la raison, lorsqu'il arrive des, comme M. le maire le disait, des mandats plus spécifiques, justement, la MRC se doit d'aller donner un mandat supplémentaire à des firmes spécialisées. Et c'est les villes, avec leur règlement 225, c'est les villes dont les travaux sont affectés par cette évaluation-là supplémentaire, qui ont à assumer les coûts de ces services-là supplémentaires. Ceci complète les points numéro 5, point numéro 6, législation de greffe. Alors, 6.1, désignation d'un procureur suppléant supplémentaire à la Cour municipale commune de Donnacona. Considérant que la Ville a signé l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de Donnacona, considérant que l'article 2.3 de cette entente stipule qu'un procureur choisi et rémunéré par la Ville pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale, en considérant les différentes résolutions pour désigner des procureurs au fil des années, donc considérant l'ajout d'un nouvel avocat dans l'équipe des procureurs, en l'occurrence le maître Raphaël Tremblay. Donc, la résolution que le Conseil municipal demande au directeur des poursuites criminelles et pénales de désigner maître Raphaël Tremblay comme procureur suppléant pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales si besoin est, et en lieu et place de maître Martin Ford en application de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville, en plus des procureurs suppléants déjà désignés dans les résolutions précédentes. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Maintenant, 6.2, c'est un avis de motion et un dépôt du projet de règlement. Règlement modifiant le règlement numéro 2637, décrétant la tarification pour différents services de la Ville pour l'année 2026. Donc, comme tout règlement doit d'abord être précédé d'une motion et de dépôt de projet. Ce soir, c'est la motion pour un règlement qui modifie le règlement numéro 637 décrétant la tarification aux différents services de la Ville pour l'année 2026. Et évidemment, le dépôt du projet, en fait, c'est une modification qui est tout assez mineure au règlement 637. On intègre certains frais dans le cadre de la procédure de remportage qu'on est en train de mettre en place. Donc, on devait décréter des frais. Donc, c'est l'objet de cette modification-là. Mais ce soir, on est à l'animation de dépôt de projet. Le règlement pourrait être adopté en séance. Merci. Alors, est-ce que j'ai l'avis de motion? Je donne l'avis de motion et le dépôt de projet. Merci. Alors, on complète les points numéro 6, point numéro 7, gestion contractuelle, 7.1. Approbation des directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, préparation de la carrosserie et peinture du nouveau camion de sauvetage lourd du service d'incendie. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu des articles 7 et suivants de la loi sur les contrats des organismes municipaux, considérant la procédure de modification des contrats qui sont prévus à l'article 9 du règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en vertu de l'article 9.1 du règlement. Donc, le but de la résolution est que le Conseil approuve la modification, la directive de changement suivante. Donc, pour la réparation de la carrosserie et peinture du nouveau camion de sauvetage lourd du service de sécurité incendie, on parle des travaux supplémentaires sur la carrosserie de 5 027,63 incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution ce soir. Merci, M. le maire. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Maintenant, 7.2, approbation de directive de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, contrat des travaux relatifs à la gestion des débordements et au contrôle des ouvrages sur place. Oui, donc, considérant les mêmes dispositions de l'article 7 et suivant, la procédure de modification de contrat et considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité qui a été formé en vertu de l'article 9.1 toujours du règlement. Donc, le but de la résolution, dans ce cas-ci,
et pour approuver les modifications directives de changement dans le cadre des contrats ou des travaux relatifs à la gestion des débordements. Donc, on parle de différentes modifications prévues aux directives. On a les directives DC 103, DC 105 et DC 109 pour un montant total de 72 431,89 incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution. Merci. Proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Est-ce qu'on complète le point numéro 7, point numéro 8, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines. Alors, l'aide d'entente numéro 10, concernant l'horaire de travail estival des salariés col bleu du service des travaux publics. Oui, donc, considérant les discussions entre la Ville et les représentants du syndicat concernant l'horaire de travail estival des salariés code bleu du service des travaux publics, considérant que les parties jugent opportun de convenir d'une lettre d'entente pour établir les modalités particulières applicables à l'horaire. Donc, le projet de lettre d'entente est joint à la résolution. Le but de la résolution est que le Conseil approuve la lettre d'entente numéro 10 concernant l'horaire de travail estival des salariés code bleu du service des travaux publics et d'autoriser M. le maire, M. Léveillé et moi-même, à titre de directeur général, à signer au nom de la Ville la lettre d'entente. Merci. Un proposant. Je propose. OK. Maintenant, le point 2, l'embauche d'une inspectrice municipale. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un inspecteur municipal pour les besoins du service de l'urbanisme et du développement économique suivant un départ il y a quelques semaines, considérant la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche suivant la publication d'une offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Joannie Gaudin au poste d'inspectrice municipale à titre d'employée permanente à temps plein en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la Ville. La rémunération est fixée à 85 de l'échelle salariale déterminée pour le poste, soit la classe numéro 11, et la date d'entrée en fonction prévue est le 31 août 2026. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un contre? On fait les points numéro 9, point numéro 10, autre sujet. Alors, 10.1, félicitations à l'équipe de la belle ville de Donnacona dans le cadre du relais pour la vie de Portneuf 2026. Il concerne que l'équipe a formé d'employés et d'élus de la ville pour l'édition 2026 du relais pour la vie de Portneuf. Il concerne que l'équipe a organisé différentes activités de financement au cours de l'année afin d'amorcer des fonds dans le cadre du relais pour la vie de Portneuf au profit de la Société du cancer. Il constate que l'équipe de la belle ville de Donnacona a terminé au premier rang des équipes ayant récolté le plus grand nombre de dons, pour 20 431. 439, merci. Alors, la résolution que le conseil municipal félicite les membres de l'équipe de la belle ville de Donnacona formée à l'occasion du relais pour la vie de Portneuf pour les dons amassés au profit de la Société du cancer par les différentes activités qu'ils ont organisées au cours de l'année. Je le propose. Félicitations, la belle ville de Donnacona. Et pour les 20 000 pas? 28 000. 28 000, bravo. Oui, je propose. Merci. On avait de la misère à marcher dans le temps. Alors, 10.2, autorisation d'utiliser une portion de l'avenue Notre-Dame et de l'avenue Saint-Jacques dans le cadre de l'événement Marche des marchés. Alors, considérant que le comité organisateur souhaite organiser l'événement Marche des marchés en collaboration avec la ville et le relais de la Pointe-aux-Écureuils, considérant que les événements comportent 3 volets, soit la vente de garage du relais de la Pointe-aux-Écureuils, qui se tiendra dans le secteur du Vieux-Donnacona, le marché des marchands et ainsi que le marché public. On sent que les organisateurs demandent l'autorisation d'utiliser et de fermer une portion de l'avenue Notre-Dame et de l'avenue Saint-Jacques. Cet événement sera tenu le 29 août prochain. On sent que cet événement aura lieu dans le Vieux-Donnacona et qu'il est nécessaire de fermer une portion de la rue Notre-Dame à partir de l'intersection avec la rue de l'Église jusqu'à l'avenue Blot, ainsi qu'une portion de l'avenue Saint-Jacques de la rue Notre-Dame jusqu'au stationnement public entre cette avenue et l'avenue Sainte-Agnès, incluant le stationnement de 6 h le matin à 17h30 le soir. Alors, la résolution est d'autoriser
les organisateurs de l'événement Marche des marchés à utiliser gratuitement une portion de la rue Notre-Dame, une portion de l'avenue Saint-Jacques, le stationnement public, les avenues Saint-Jacques et Sainte-Agnès, ainsi que le stationnement de la DI de 6 h le matin à 17h30 le soir pour l'événement qui aura lieu le 29 août prochain. Et qu'en cas de pluie, l'activité sera remise au lendemain. Et d'autoriser le service des dépôts publics à procéder à la fermeture des rues, du stationnement requis et de cet événement et à procéder à l'installation de la signalisation appropriée. Alors, je vous aide à proposer. Je voudrais juste un complément en lien avec les discussions qui ont été tenues justement la semaine dernière par rapport à cet événement-là. Vous avez peut-être pu voir que là, la demande, c'est pour se rendre jusqu'à la rue Plot. Initialement, la demande était pour arrêter là, dans le secteur de la Ruelle, la Maison de la Culture. Mais là, avec les membres du comité dont fait partie notre agent de développement, Mme La Liberté, M. Marc Duval, ils ont vu déjà, là, ils sentent un bon engouement de la part des marchands et des gens, étant donné que là, la vente de garage dans le secteur des écureuils en raison des travaux cette année ne pourra pas avoir lieu, donc ils se relocalisent en même temps. Et là, c'est pour ça que là, ils ont jugé bon de dire, bon, ils vont utiliser jusqu'à la plus clos cette journée-là parce qu'il y a une problématique, là, ils pensent avoir quand même une bonne demande de la part des gens pour être alentour là, des différents marchands. Merci. Maintenant, 10.3, aide financière au Centre de protection de la nature et d'animation familiale, soit le CINAF. Considérant que le budget 2026 de la Ville prévoit une subvention de fonctionnement au Centre de protection de la nature et d'animation familiale qui assure l'entretien et la gestion du parc familial des berges. Alors, la résolution de verser une aide financière de 30 000 $ au Centre de protection de la nature et d'animation familiale pour son fonctionnement et d'autoriser une dépense de 30 000 € au lieu. À même le poste budgétaire, c'est notre proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Maintenant, 10.4, demande d'exemption municipale pour la certification en arboriculture. On considère que depuis 2026, les travaux en arboriculture sont assujettis à une obligation de qualification à l'obtention de certificat en arboriculture, travaux au sol, conformément à l'article 312.103, règlement sur la santé et la sécurité de travail. C'est-à-dire qu'en entrant en vigueur de cette obligation a été rendue publique le 2 février dernier. Considérant que l'obtention du certificat repose soit sur un parcours d'apprentissage, soit sur un seuil de reconnaissance des heures de travail effectuées au cours des 5 dernières années. Considérant que le parcours d'apprentissage de 1000 heures exige l'accompagnement d'au moins une personne déjà certifiée afin d'assurer la conformité de la réglementation. Considérant pour atteindre le seuil de 4 000 heures exigées sur 5 ans, une personne ne détenant pas le diplôme d'études professionnelles en élagage devrait cumuler l'équivalent d'au moins 15 heures de travaux par semaine, ce qui est difficile à réaliser dans plusieurs municipalités où les tâches d'arboriculture représentent un volume limité. On sent que plusieurs municipalités pourraient être en situation de non-conformité et donc contraintes à recourir à la sous-traitance ou à procéder à des embauches supplémentaires. On sent que le personnel municipal suit déjà les formations requises pour l'utilisation d'équipements spécialisés, notamment la déchiqueteuse ou la scie mécanique. On sent que cette nouvelle exigence ajoute un fardeau administratif des municipalités et qu'aucune analyse d'impact réglementaire spécifique au milieu municipal n'a été réalisée. Alors, la résolution que la Ville de Donnacona demande au ministre du Travail de modifier le règlement sur la santé et la sécurité du travail afin d'exempter les municipalités de l'obligation de cette certification pour le travail d'arboriculture effectué à partir du sol ou à partir d'une échelle. Une copie de cette présente résolution soit transmise au ministre de l'Emploi, M. Jean-François Simard, responsable du processus de certification. Alors, je vous donne un proposeur. Je propose. Quelqu'un contre?
Alors, 10.5, demande d'autorisation du ministre du Transport du Québec pour l'aménagement d'une traverse de piétons et de cyclistes à l'intersection de l'avenue des Prés avec la route 138 en vue du prolongement de la piste multifonctionnelle jusqu'à l'avenue Veillette et la mise en place d'une mesure de sécurité pour s'assurer la sécurité des usagers. Alors, concernant le projet de prolonger le sentier municipal, le sentier multifonctionnel, longeant la route 138 et de l'avenue des Prés jusqu'à la future intersection avec l'avenue Veillette et la route 138. Sans des discussions entre la Ville et le ministère du Transport et de la Mobilité durable, afin de prolonger le sentier multifonctionnel longeant la route 138 à partir de l'avenue des Prés jusqu'à la future intersection de l'avenue Veillette avec la route 138. Sans que le prolongement de la piste multifonctionnelle nécessitera l'aménagement d'une traverse sur l'avenue des Prés et les piétons, pour les piétons et les cyclistes afin de poursuivre leur route sur la piste multifonctionnelle. Alors, la résolution que le conseil municipal demande au MPMD d'approuver l'aménagement par la ville d'une traverse de piétons et de cyclistes à l'intersection de l'avenue des Prés sur la route 138 en vue du prolongement de la piste multifonctionnelle jusqu'à l'avenue Veillette et de recommander à la ville, s'il a lieu, toute mesure de sécurité appropriée à mettre en place afin d'assurer la sécurité des piétons et des cyclistes à cette intersection. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Puisqu'on complète les points numéro 10, point numéro 11, deuxième période des questions. J'aurais une suggestion pour commencer au niveau des sous-questions, M. le maire. Le 5 novembre dernier, il y a eu beaucoup de nouveaux maires avec des nouvelles idées. Et un de ces maires-là a décidé de faire une étude sur l'efficience des travaux publics de sa municipalité. Avec l'Union de municipalités du Québec offre ce genre de service-là aux municipalités. Ça va leur coûter 15 000 $. La définition du mot efficience est la capacité d'obtenir le meilleur rendement possible en utilisant un minimum de ressources, temps, argent, énergie, matériaux. J'ai trouvé ça comme idée intéressante. Puis il y a un résident de cette municipalité-là, il a posé la question pourquoi, disons, les travaux publics, puis le maire en question, il a dit que ça, c'est une première étape. La deuxième étape, ça va être l'administration générale. Sous-question. OK. Alors, on va parler du 1687, 138. M. Filion, il est où l'autre jour? Un mois et demi peut-être. Lui, il parlait de le bâti sur ce terrain-là était de 20 %. Puis il veut augmenter ça à 40 %. C'est un peu ça l'histoire. Là, vous faites référence de 1687 ou 100. C'est l'ancienne coop. OK. Oui. C'est ça. De 20 à 40 %. En fait, c'est sûr que nous autres, le ratio d'occupation au sol dans nos différents règlements commerciaux industriels, c'est 40 % de superficie au sol. L'idée en arrière de la modification qui est là, c'est pour que, bon, ça a été même déjà récemment, là, à la MRC de Portneuf, il y a un règlement, en fait, une résolution qui a été adoptée pour aller dans le même sens. Et là, le dossier va être entre les mains de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Mais c'est pour être en mesure de donner le feu vert à un projet commercial pour aller être en mesure de prendre ce bâtiment-là. Oui, l'interrogation que j'ai là-dessus, en fin de compte, lui dit de monter ça de 20 à 40 %. En ce moment, il y a trois locaux là-dessus, en fin de compte. On s'entend, ce n'est pas des cabanons, là, hein? Disons, en ce moment, le bâti là-dessus, il couvre quel pourcentage du terrain? Ça, je ne peux pas vous répondre.
Comme ça, là, je peux le Sur 20%, oui, je mets ça en doute. Je ne sais pas pour vous répondre. Actuellement, avec la grange en arrière, plus le bâtiment en avant, je ne peux pas vous dire, je vais aller chercher l'information pour vous répondre. Là. Mais c'est sûr que l'idée en arrière, c'est de permettre à l'entreprise qui veut se localiser à cet endroit-là que son projet puisse se faire parce que c'est un projet qui est jugé intéressant par la ville, qui est maintenant jugé intéressant par la MRC. Et c'est plus entre nos mains. Est-ce que sur le site de la ville, c'est marqué aire d'étage non disponible, lieu de construction non disponible, lieu physique non disponible. Là, on a marqué, en fin de compte, on ne sait pas la superficie, mettons, du bâti en ce moment. Donc, C'est-tu 20%, c'est-tu 30%? Le 20%, M. Fillon, il l'a pris où? C'est la question. je vais aller chercher l'information. OK. Résolution 2026-06-195, ça, c'est l'approbation de directives de changement, de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, la gestion des débordements et contrôle des ouvrages de surverse. Erreur de construction, puis là, il y a. De conception. Conception, Oui, c'est important. conception. Oui, mais ça, la nuance c'est important dans ce cas. Conception. Conception. Ah. Vous aimez ça quand c'est précis, M. Barbeau? Ah oui, Oui. Pas que j'écris mal, hein, c'est pour ça. Ah, ça vous appartient. 393 581 et 67. On le prend où? En fait, c'est sûr que là, actuellement, nous autres, déjà dans le projet, c'est un projet sur lequel ça s'est bien passé. Donc, c'est un projet dans lequel on rentrait dans l'ensemble du montage financier. À chaque fois qu'il y a un projet, il y a quand même des sommes qui sont prévues, pour des imprévus. Donc, là, pour le moment, on a la disponibilité pour pouvoir accorder, mais je ne vous cacherai pas que l'importance du mot, c'est pas pour rien qu'on la nomme de conception, parce que justement, on fait des réflexions de notre côté. Quand c'est de conception, ben, c'est pas une erreur de l'entrepreneur général. Donc, mais c'est une erreur de conception. La conception, c'est pas la ville qui le fait. Donc, c'est là qu'on est en train d'analyser de notre côté nos différents recours, mais ça reste que financièrement, on rentre dans le cadre financier de ce projet-là sans avoir à aller réouvrir le règlement d'emprunt. C'est ça, on avait la marge de manœuvre pour le faire. C'est ça ma question. Ouais. On le prend où? Là, vous me dites que on le prend dans le règlement actuel. vous avez la marge de manœuvre actuelle pour absorber ce montant-là. Oui. Là, il y a un autre 72 000. Là, Oui. Lui aussi, il rentre dans le. Oui. OK. Aussi, la dernière séance du conseil, là, vous avez résolution 2026-06-191, financement et refinancement. Qu'est-ce que j'ai trouvé bizarre, là, c'est qu'il y a 2 V575, 2 V573 puis 2 V630. Pourquoi? J'imagine que c'est des portions. Là, je vais aller les voir. J'avais l'information lors du dernier mois, mais c'est des portions de financement de ces projets-là. Là, les projets m'échappent, là. On peut peut-être les. Disons le 500. Je ne sais pas par cœur les numéros, mais On va vous dire. en fait, il y a des tranches. C'est parce que si le règlement est financé en plusieurs tranches, il va apparaître plusieurs fois. Puis si, par exemple, il y a les travaux, je prends par exemple des travaux de réfection où il y a une taxe de secteur qui, elle, est financée sur 5 ans, elle-même va apparaître au niveau de tranche. Fait que ça se peut qu'un règlement soit sur plusieurs financements ou séparé en plusieurs tranches. Là, je ne sais pas les numéros par cœur. Peut-être pour le 630, ça s'applique, là, parce que probablement, il y a une taxe de secteur qui s'applique pour certains résidents. Mais pour le 573, ça ne pas grave. Ça, 73, Ça, c'est les renouvellements de la piscine. c'est probablement qui a été fait en plus d'un financement. C'est Mme Ledoux. Les 573, ça doit être un refinancement. Il y a deux 573. Oui, sauf qu'on sépare la partie subventionnée de la partie appartenant à la ville. C'est pour ça que vous avez 2 colonnes. La même chose pour les taxes de secteur, c'est pas tout mis dans le même. Oui, mais le 573, c'est la ville qui le paye, ce n'est pas le gouvernement. Mais si, Non, mais si l'aide financière, c'est nous autres qui l'empruntent, puis le gouvernement nous rembourse au fur et à mesure. Et à ce moment-là, quand on était en 2020, le gouvernement du Québec fonctionnait encore beaucoup comme ça. Maintenant, il y a
les versements des financières, c'est un peu comme le fédéral, là, ils nous donnent au complet, mais c'est pas toujours la pratique à l'époque, ça. C'est pour ça qu'il est en deux Quand tranches. vous avez eu la partie gouvernement, ben là, vous allez le refinancer. Ouais. Bon. Disons, le V573, le premier, le deuxième, initialement, il valait 3 551 667. Le premier V573 valait combien? Je vais vérifier. C'est sûr. Ah oui. Je peux pas vous sortir ça là. Non. Puis, pourquoi vous avez ciblé, disons, quand vous avez décidé de faire le 1 530 000, le remboursement anticipé, là, c'était prévu que la cible, je veux dire, c'était le deuxième règlement d'emprunt V573, c'était ciblé d'avance, ça, quoi. En fait, on sait déjà d'avance, c'est comme je disais tantôt, on sait déjà là, de 2027, c'est quoi la somme des remboursements anticipés qu'on peut faire. Donc, on le savait, cette somme-là, le 1 535 000, il était déjà ventilé, même quand on a fait le budget l'an passé, parce qu'on l'avait vraiment mis 1 535 000 dans le budget qui a été adopté par le Conseil. Donc, on savait déjà ces tranches-là qui venaient à échéance, c'était quoi le refinancement, là. Voilà. En fait, il était ciblé. Oui. Il était ciblé. C'est ceux qui viennent à échéance, qui ont un refinancement, on les connaît. Ouais. À part de ces deux V573 pour la piscine, y a-t-il d'autres règlements d'emprunt, mais c'est les deux seuls? Des règlements d'emprunt, M. Arbault, c'est sûr qu'il y en a, on en a plein. Là. Il y avait une Il y a liste. eu la construction de la piscine. Oui, c'est ça. Mais pour le centre aquatique, s'il y en a d'autres tranches que celle-là, ça, c'est sur la question. Y a-t-il d'autres règlements d'emprunt que le V573 pour la piscine? Non, je pense que le 2573, c'est vraiment le seul. Là. Je pense, c'est ça. Donc, c'est juste un règlement pour un projet. Ça fait le tour. Hein. On n'a pas oublié. Merci. Merci. C'est bon, c'est la deuxième période de questions. On va aller au point numéro 13, qui est le dépôt de documents, alors 13.1. Dépôt de la liste de déboursés du 2 juin au 11 juin. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 2 417,19. La liste des dépôts émis pour un montant de 377 192,10. La liste des prélèvements émis pour un montant de 151 142,86. Je complète la liste des déboursés. 13.2, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur le 31 décembre. Donc, c'est le dépôt officiel de ce qui était présenté en début de séance. Et point numéro 14, délégation pour dire un proposant. Je propose. Saint-Hubert. Merci. Ceci complète la séance de conseil. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée.